Salut, dans cette vidéo, nous allons apprendre les bonnes pratiques en HTML, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut surtout pas faire pour avoir un code propre en HTML. Dans la vidéo précédente, nous avons vu le W3C. Alors là, je vous montre les bonnes pratiques et quand vous allez rajouter ça à la vérification W3C, vraiment ça va faire en sorte que votre code HTML sera propre, sans erreur. Bon, d'abord, les bonnes pratiques en HTML servent à quoi? Ça sert à rendre ton code propre, accessible, performant et c'est surtout plus facile à maintenir. Parce qu'un code que tu écris aujourd'hui, tu peux vouloir le modifier dans 1 mois, 2 mois, 1 an, je ne sais pas. Et si le code était mal écrit, ça devient trop compliqué de le modifier et de le maintenir, de modifier les erreurs et tout. Alors que lorsque c'est bien écrit, respectant certaines normes, le code devient plus facile. Alors, on va commencer. Guide des bonnes pratiques HTML pour un code propre, accessible et performant. Structure et syntaxe fondamentale. Ok, un code propre commence par le respect des standards de la syntaxe. Nous avons vu la base, la structure de base d'une page HTML. Heureusement pour nous, ce n'était pas compliqué à écrire. Par exemple, pour ceux qui avaient VS Code, c'était juste le point d'exclamation et puis voilà. Donc, il faut respecter cette structure de base, les mettre au bon endroit. Nous avons vu dans la vidéo précédente que lorsqu'on a mis la balise méta dans le corps de notre page HTML, ça a généré une erreur. Donc, il faut que la structure de base reste comme elle est et à sa position normale, que chaque balise soit à sa position normale. Donc, déclaration du prototype, ça, donc type HTML, langage du document, bien sûr, c'est FR. Là, on a minuscule. Il faut toujours nous assurer d'écrire nos balises en minuscule. Ça, c'est une bonne pratique. C'est vrai que même si tu l'écris en majuscule comme ça, genre la balise div comme ça fonctionne toujours très bien, mais c'est pas une bonne pratique. Pas du tout. Vraiment, c'est un truc qu'un bon développeur ne doit jamais faire. Il faut toujours écrire ces balises en minuscule. Vraiment, toujours. Les guillemets, entourer toujours les valeurs des attributs des guillemets doubles. Voilà, on a vu ça. Si tu utilises l'attribut href, bien sûr, quand tu mets ton lien, ça doit être entouré des guillemets doubles. Fermeture des balises. Exactement, lorsqu'on ouvre une balise, on doit fermer la balise. Ici, on a les attributs. Si tu mets peut-être une balise MG qui prend l'attribut SRC, tu dois forcément mettre l'attribut. On a vu dans la vidéo précédente que sinon le WRC validator va générer une erreur. On met l'attribut IMG, et ça on met la source et bien sûr on met la description de l'image. L'utilisation du HTML sémantique, exactement, on a vu ça. Ok, évitez d'écrire un code comme ceci, mettre trop de div tout le temps, div. Non, on utilise les balises sémantiques où on va avoir une balise header, nav, main, article ou encore section, div et tout ça. Et puis un footer en bas. Toujours utiliser les balises sémantiques. Ça vraiment, quand je vois un code où on n'utilise pas les balises sémantiques, je lis plus parce que ça devient trop compliqué à comprendre. Donc voici un peu, nous avons vu toutes ces balises aussi. À part peut-être aside et article, mais vraiment nous avons vu ça. Ici on a section, regroupement thématique du contenu, généralement avec un titre. Là on a article, contenu autonome qui pourrait être extrait ou réutilisé ailleurs pour les articles. Et aside, contenu indirectement lié, genre barre latérale, publicité et tout. On utilise souvent la balise aside. Je crois que j'avais pas trop en parler, mais là on peut déjà comprendre à quoi c'est ces balises. Accessibilité.
Le web doit être accessible à tous. Quelques règles simples permettent de faire une énorme différence. L'attribut alt pour les images. Là, au moins, tu es sûr que si le lien ou la source de ton image a un problème, au moins, il y aura une description de ton image. Voilà pourquoi il faut toujours mettre une description claire qui reflète bien ton image. La structure des titres H1 à H6. Respectez l'ordre hiérarchique. Ne sautez pas de niveau. Ne pas passer d'un H1 à un H2. Il ne doit y avoir qu'un seul H1 principal par page. Vous comprenez? Un seul cours ou bien un seul cours, même quand on était à l'école, n'a pas plusieurs grands titres. Non, il y a un seul grand titre qu'on met dans la balise H1 et puis après, selon ce qu'on veut, on va avoir la balise H2, H3. Les liens explicites. Évitez des textes de liens vagues comme, par exemple, tu mets un lien, tu mets cliquer ici. Non. De préférence, mettez télécharger le guide PDF ou bien visiter mon GitHub ou bien visiter mon LinkedIn. Envoyer le formulaire. C'est mieux de mettre les boutons comme ça qui parlent plus à l'utilisateur. Formulaire et interactivité. Les formulaires sont les éléments les plus critiques pour l'expérience utilisateur parce que d'un site web, un utilisateur va regarder ton site web. Mais si on veut bien regarder avec quoi il interagit le plus, avec quoi il décide de causer avec toi qui est derrière le site web, c'est plus avec les formulaires. Donc, les formulaires doivent être propres et bien faits. Associer les labels et les inputs. Utiliser l'attribut for sur les labels correspondant à l'ID de l'input. On avait déjà vu ça. J'avais très bien expliqué ça lorsque je faisais les formulaires, que le nom, l'attribut for que tu vas mettre dans la balise label doit exactement être le ID que tu vas mettre dans la balise input. J'avais expliqué ça. Utiliser les bons types d'input exactement. Si tu veux que l'utilisateur entre son adresse email, je dois utiliser pour la valeur de l'attribut type que tu vas mettre dans la balise input. Tu dois mettre email. Pour si c'est un numéro de téléphone, tu peux mettre tel. Si c'est la date de naissance, tu peux mettre date. Comme ça, c'est plus facile pour l'utilisateur. Tu peux aussi utiliser l'attribut placeholder, comme on a vu, qui nous permet d'aider l'utilisateur à savoir comment remplir le formulaire. Ça aide aussi beaucoup. Cela active les claviers adaptés sur les mobiles et offre une validation. Exactement. Lorsque tu mets peut-être tel et que l'utilisateur va aller ancrer du texte ou bien le format d'une adresse email, forcément ça va générer une erreur parce que ça ne respecte pas le format qu'on lui demande. Et pour les applications mobiles, lorsque tu mets comme ça tel, ça change directement le clavier. Vous allez voir quand vous ancrez dans certains sites web ou applications, quand on vous demande votre numéro de téléphone, automatiquement le clavier se change. C'est grâce à cet attribut type avec la valeur tel. Ok, on a un exemple ici. Et puis ici, on a une règle d'or. Le HTML sert à structurer le fond, le contenu et le sens. Le CSS sert à régler la forme, le visuel. Ne convertissez jamais une balise à une autre juste pour son apparence physique. Non, jamais. Par exemple, n'utilisez pas un H3 juste parce que vous voulez du texte en gras ou plus gros. Utilisez du CSS. Exactement. Quand on va étudier le CSS, on va voir qu'on peut faire ça déjà très facilement avec le CSS. Donc, il y a certaines choses, vraiment, je vous disais ça toujours tout au long de la formation, qu'on ne fait pas forcément avec le HTML, mais que c'est mieux de faire avec le
CSS toujours. Voilà pourquoi après cette série de vidéos, je vais commencer une nouvelle série de vidéos où je vais vous apprendre le CSS. Vraiment de façon très détaillée comme j'ai fait pour le HTML. On va commencer avec le CSS, le début et tout, jusqu'à arriver à un niveau vraiment qui sera assez bon. Je vais travailler sur ces vidéos-là ça sera un peu comme une continuité de cette formation parce que s'arrêter déjà au HTML n'est pas très bon. Donc, voilà pour les pratiques en HTML de façon très claire, très précise, très concise. C'est vrai que tout ça, je le disais toujours au fil des vidéos que je faisais, mais là, j'ai tenu à faire cette vidéo encore pour insister dessus, pour que vous ayez toujours ça en tête quand vous serez en train d'écrire vos différents codes HTML. Alors, ça va être tout comme ça pour les bonnes pratiques. Et si j'oublie aussi un truc, j'ai failli oublier, c'est une bonne pratique aussi, indenter son code. Un code bien indenté, bien organisé est la base. Parce que si tu as un code qui n'est pas bien indenté, franchement, même toi, tu auras du mal à corriger tes erreurs, tes propres erreurs. Tu auras du mal à modifier ton propre code. Ça va être compliqué pour toi. Imagine un peu un autre développeur qui va prendre ton code pour essayer de maintenir ou de modifier. Ça devient un vrai calvaire. Donc, il faut toujours penser à indenter son code et aussi à commenter son code. Lorsque tu écris un code, tu ne l'écris pas pour toi, mais tu écris pour un autre développeur qui va essayer de lire ton code. Il doit facilement se retrouver dans ton code. Tu dois écrire, mettre des commentaires où tu expliques certaines lignes, où tu expliques certains blocs, où tu expliques les trucs. Comme ça, un développeur qui tombe sur ton programme, vraiment, ça devient facile à comprendre. Donc, ne pas oublier ces deux trucs-là, indenter toujours son code et bien commenter son code avec des commentaires précis, concis et très clairs. Parce que souvent, tu écris un code toi-même, après un mois, tu reviens regarder ton code, tu es complètement perdu, alors que c'est toi qui l'as écrit. Donc, ça, c'était les bonnes pratiques en HTML qu'on doit surtout faire pour nous améliorer chaque jour et pour travailler dans des bonnes conditions. Alors, je vous dis ciao et rendez-vous dans la prochaine vidéo.